Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Julien Clerc, 69 ans, flamboyant mais secret, sexy mais pudique, derrière le sourire renversant se tapit la mélancolie. Ce soir, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, dévoilera-t-il enfin son mystère ? Ah oui, absolument. C'est la première fois de ma vie. Bonsoir Julien Clerc. Bonsoir. Je suis heureux que ça soit avec moi. Oui. Que vous fassiez votre première sur un divan. Voilà. En même temps, tous vos amis qu'on a contactés pour préparer cette émission ont dit bon courage, il est pudique. Oui, enfin, j'ai quand même fait des émissions récentes où je me confiais quand même. Je me confie dans ce que je peux dire. Je pense qu'on a tous une ligne rouge, je crois. Moi, je suis comme tout le monde, j'en ai une. Et généralement, quand on passe outre, je me ferme un peu comme une huître. Je vais essayer que vous ne fermiez pas. D'abord, je vais vous remercier d'être là pour inaugurer notre 3e saison. Souhaiter une bonne année à nos téléspectateurs. Oui, bonne année. C'est un cadeau que vous nous faites d'être là pour démarrer. J'en ai bien compris, dans un exercice qui n'est pas forcément simple, en tout cas d'être dans un divan. Vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi d'ailleurs? Jamais une introspection personnelle, c'est pas trop votre truc, ça? Je l'ai fait, mais pas pour moi. Ah. Je l'ai fait. Bon, c'était pas sur un divan, mais je l'ai fait pour un de mes enfants, quand même. Pour ma première fille, je suis allé voir quelqu'un. Parce que la situation était un petit peu difficile avec son papa, etc. Puisque votre première fille, oui, Angèle. Qui est la fille que Miu Miu a eue avec Patrick Devers, mais aujourd'hui qui est votre fille et qui a même demandé à ce que vous soyez son père quand elle a eu 18 ans. Oui, elle m'a demandé à l'âge de 17 ans que je l'adopte. Bon, ce qui était pour moi évidemment ce que je considérais comme une récompense. Mais il y a eu un moment donné qui était difficile, et là, on nous avait conseillé d'aller voir quelqu'un. Je dois dire que je suis sorti de là un peu dubitatif, parce que on arrivait, elle disait « Alors, qu'avez-vous à me dire aujourd'hui ?» Je peux vous dire qu'au fond de moi, j'avais envie de lui dire « Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. » Alors on va essayer de vous comprendre tel que vous êtes, on va essayer de comprendre aussi l'homme pudique que vous êtes, on va démarrer par ça, mais auparavant, déjà pour le plaisir et pour bien démarrer l'année, comme vous sortez un album « Fan, je vous aime », vous avez demandé à vos fans de choisir les titres qu'ils préféraient pour ce best-of, on va s'offrir un petit shoot de plaisir. Merci. Merci à vous. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Oh, comme personne t'a jamais aimé. C'est donc vos fans qui sont autour de vous, qui sont là. Oui. Alors, on démarre par ça, ce côté pudique, on va dire. Votre fille, Jeanne, dans son livre qu'elle avait dédié à votre père, Les 80 étés, elle dit « Je l'ai toujours connu comme ça, pudique et intimidant. » Elle parle de vous. « Quand je trouve mon père froid et intimidant, je regarde par-dessus son épaule et c'est son père que je vois. » On va parler beaucoup de votre père tout à l'heure. Vous vous reconnaissez dans ce portrait
d'homme froid et intimidant? Je pense que ça a évolué avec le temps. J'ai essayé d'être un père à peu près potable, mais j'ai eu des enfants à des âges différents. Alors, il y a certainement des constantes, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'étais plus jeune, plus impatient. Peut-être que j'étais effectivement ce qu'elle dit, un père un peu froid, je ne sais pas. Il n'a jamais été démonstratif dans ses preuves d'affection. Avec les années, il gagne en rondeur, en ouverture. Oui, elle dit la même chose que vous sur la fin. Ouais. Il y avait une forme quand même d'handicap à montrer ses sentiments, à être démonstratif. Un peu, à dire je t'aime. Ouais. Même, dire je t'aime. Maintenant, j'arrive à peu près à le dire à mes enfants, bien que je le pense toujours, évidemment, profondément, ô combien. Mais le dire, j'arrive d'une famille où on ne disait pas des choses comme ça, trop. Et pourtant, votre père, on va en parler tout à l'heure, ce bourgeois à l'apparence un peu austère... Alors, attendez, je suis obligé de vous arrêter parce que... allez-y, c'est chez vous, ici. Ma mère me disait que ton père n'est pas un bourgeois. Elle me disait, ton père, c'est un intellectuel, ce qui est différent. Tu n'es pas d'un milieu bourgeois. Elle insistait énormément là-dessus. Mon père, il arrivait quand même d'un milieu à la fois rural et intellectuel, effectivement. Mais enfin bon, j'étais quand même un petit bourgeois. Un petit bourgeois. C'est quand même pas un milieu de bourgeois, je dirais. Voilà. En tout cas, pas des valeurs bourgeoises. Pas des valeurs bourgeoises. Ça, on va raconter ça et on va le voir en image tout à l'heure. En tout cas, votre père, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était en 1970, à la radio, et ça avait été filmé. Ouais. Vous a dit à quel point, finalement, il aimait ce que vous étiez. Vous vous souvenez de ces images? Regardez. Non. Il a choisi vraiment ce pourquoi il était fait, ce pourquoi il avait du goût, et qu'il l'a prouvé de deux façons. D'une part, en s'accrochant suffisamment pour arriver à percer, et puis d'autre part, en arrivant quand même à une certaine réussite, parce que je crois que pour l'instant, il est assez bien lancé. Je le pense aussi, Julien. Moi, je pense qu'il y a surtout une histoire de famille, c'est-à-dire que c'est parce que, vous savez, les parents de tous les artistes... obligatoirement, ils sont pour leurs enfants, de toute façon. Et ce qui change, et c'est ce qui fait le conflit de génération, c'est les parents des autres personnes avec les artistes. C'est-à-dire que si j'étais pas son fils, je serais vraisemblablement rangé dans le rang des jeunes connards, pourquoi pas le dire. 1970, Mon fils avait raison, de Pierre Lattès, sur France Inter. D'entendre ce père, aujourd'hui, finalement, vous dire à quel point il avait une forme de fierté. Il disait toujours que la vie avait un peu changé le jour où son fromager au marché ne disait plus c'est un camembert pour Monsieur Leclerc, mais c'est un camembert pour le père de Julien Clerc. Vous dites, il n'était pas bourgeois? Non. Il était quoi, votre père? Son enfance et sa jeunesse n'avaient été qu'une enfance et une adolescence de travail. Mmh. De travail, de devoir. De devoir. Mmh. Et ce qui a fait qu'il a fait cette scolarité brillante. Normalien. Brillantissime même. Ouais. Et il était donc, comme le dit votre fille Jeanne, froid, ce que vous n'êtes plus. C'est pas vrai qu'il était froid. Alors, je suis pas d'accord. D'abord, il était normalien. Si vous connaissez des fois des gens qui ont fait cette école prestigieuse, Ulm. La rue d'Ulm, il y a un humour qu'ils ont tous en commun. Et sans qu'il soit aussi drôle que d'Ormesson, il avait des côtés d'Ormesson, mon père, c'est-à-dire de type extrêmement cultivé, avec des jugements à l'emporte-pièce, très drôle, qui nous faisait beaucoup rire, nous, mais un peu pince sans rire. Un peu pince sans rire. Ça, c'est toute la famille. Donc, l'aîné, c'est moi et à gauche, là, en haut. Ça, c'est vraiment ma belle-mère, mais enfin, je l'appelais maman aussi, qui nous a quittés il y a peu de temps, l'année dernière. Et puis, voilà, mes frères et sœurs. On racontera évidemment la famille avec ce père et avec votre mère, mais ça, c'est pour tout à l'heure, puisque vous avez été d'une certaine manière écartelé. Il y avait une forme de secret, en tout cas de non-dit, quelque chose dont on ne parlait pas, et forcément, ça, vous avez dû hériter de ces difficultés, ou en tout cas, vous en avez fait quelque chose de ces difficultés. Ah, ça, c'est sûr. Ça a été à la fois douloureux, parce que toutes les séparations, c'est des fêlures. En même temps, je pense que ça a été très enrichissant, parce que c'était une chance inouïe, mais ça, je m'en suis rendu compte après, parce que sur le moment, je le vivais simplement. Mais c'est une chance inouïe d'avoir un père d'un milieu social et une mère d'un autre milieu social. Et ça a correspondu à
un truc historique dans notre pays, puisque mon père était gaulliste, mon grand-père et ma mère étaient filles d'ouvriers, mon grand-père maternel était ouvrier communiste et antillais. J'étais dans la semaine avec les Gauliers, enfin, dans cette banlieue à Bourg-la-Reine, là, et puis j'allais passer le week-end chez ma mère, et il n'y avait pas deux milieux plus opposés que ces deux milieux-là. Alors, c'était extraordinairement enrichissant, avec deux femmes très importantes, deux femmes fans de musique, mais l'une qu'on voit là, fan de musique classique. Puis après, j'allais chez ma mère qui était femme seule longtemps. Elle était secrétaire de direction, une époque où c'était pas facile d'être femme seule, surtout quand on était jolie comme elle l'était. Et aujourd'hui, on est plus habitué à voir des femmes seules partout. On va explorer ça, Julien, si vous voulez bien. Parce que deux milieux, écartelés, des choses très compliquées. Votre mère qui a quitté votre père très très tôt. En tout cas, vous dites, on ne la voit pas, la fêlure, pourtant elle est là. Il y a eu dans ma vie des fêlures, mais ce qui ressortait, c'était ce côté lisse, un peu enfant gâté. Jean-Loup Dabadi, votre ami, parolier, il dit son émotion est comme un secret pour lui, il ne l'exprime jamais directement, il ne pleure jamais, enfin à ma connaissance. Peut-être a-t-il besoin des mots des autres, c'est-à-dire des paroles pour chanter les mots qu'il cache. C'est joli, c'est bien Jean-Loup. Il me comprend bien, certainement aussi. C'est vrai que dans le métier que j'ai choisi, je suis le musicien et que la musique, c'est indicible. Et on a parfois l'impression, quand on a un côté un petit peu pur et dur, comme je peux avoir moi, de se dire, bon je parle à quelqu'un qui a peut-être bien des oreilles en bois, donc ça ne sert à rien que je lui explique. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Je vois bien. C'est quoi un côté pur et dur comme j'ai moi ? Je ne fais pas le métier que je fais pour rien. J'ai attendu avant de le faire. J'avais peur de décevoir mes parents, surtout mon père, je dois dire, car je pensais naïvement que, comme ma mère aimait la chanson, elle serait enchantée que je devienne chanteur. Ça a été le contraire, tout à fait. Elle était très déçue et elle a eu très peur que je rate ma vie. Mais je voulais surtout pas décevoir mon père. Et j'arrivais d'un milieu qui avait rien à voir avec tout ça. Donc, j'ai bien réfléchi avant de me lancer là-dedans, parce que je me suis dit, si tu te lances là-dedans, tu as un devoir de réussite. Tu peux pas te louper, quoi. Voilà. Donc, je ne fais pas... le sens du devoir chez vous, d'une certaine manière, d'être à la hauteur, de tenir et de se tenir. Oui, ça me suit toute ma vie. J'ai pas toujours beaucoup de talent, mais je me donne beaucoup de mal. Donc, j'étais obligé de beaucoup travailler, par exemple, sur le lâcher-prise dans ma vie. Parce que, à force de toujours vouloir bien faire, des fois, je suis plus tendu que je ne devrais l'être. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé avec le temps. C'est peut-être tout ça qui ressortait quand ma fille Jeanne dit « Papa est comme ci, comme ça. » Clairement. Notre graphologue, Sophie de Risbourg, a lu les quelques mots que vous avez bien voulu écrire. Elle ne savait pas qu'il s'agissait de vous. Elle l'a vu après, à la signature. Et voilà ce qu'elle dit en lisant les quelques lignes que vous nous avez transmises. Ah, très intéressant. Ce qui m'interpelle tout de suite dans cette écriture, c'est le mouvement qui est très rapide, les inégalités de dimension, de direction, avec une ligne assez sinueuse. Il y a le blanc qui circule très librement, donc les grands interlignes, et une écriture qui file vers la droite, avec des gestes lancés et aussi des grandes majuscules. Alors tout ça révèle en fait une personnalité qui a besoin de créer, d'imaginer à son rythme, qui aime bien respirer à son rythme, qui a besoin probablement de temps en temps de s'isoler dans son espace à lui et qu'on lui fiche un peu la paix. Et derrière tout cela, il y a un besoin de mettre à distance une sensibilité très vive, un peu comme si cette personne adulte avait gardé un côté assez adolescent et assez en lien avec la liberté de la jeunesse, en fait. Il y a un côté très jeune d'esprit, un côté éternel adolescent qui n'a pas envie qu'on lui dicte sa conduite et qui aime agir et respirer très librement. C'est bien. C'est vrai? Non, c'est vrai. Vous reconnaissez là-dedans? Ah oui, complètement. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont très difficiles à dire, ça, que je ne suis pas capable d'analyser, donc je suis content que quelqu'un les analyse pour moi. C'est tout à fait ça. On va essayer de comprendre déjà ça un peu, le secret de cette éternelle jeunesse. La scène, il y a un rôle, le travail. Bertrand Dical, le journaliste et critique musical, il explique comme ça. Julien Clerc, il a une angoisse en toile de fond. Elle est tellement tendue et tellement constante que finalement, il en devient serein parce qu'il bosse tout le temps. C'est un vélo. S'il s'arrête, il tombe. Le secret pour durer, c'est ça, ne jamais s'arrêter d'une certaine manière. Déjà, il faut avoir un don au départ. Bien sûr. Et en être conscient.
Et après, c'est le travail. De dire que je bosse tout le temps, c'est vrai. C'est un métier, on est en rapport avec le public. Ouais. Et il y a des gens qui apprécient votre travail. Ne pas les décevoir, pour moi, est très, très, très important. Il y a une peur de quelque chose, le fait que ça s'arrête, que ce mouvement... Par exemple, Guillaume Durand, journaliste, mais surtout un de vos meilleurs amis, parrain de votre fils Barnabé, il nous dit, parfois, quand dans sa vie personnelle, il était touché, profondément touché, je l'ai vu reprendre littéralement vie sur scène, alors que quelques minutes plus tôt, ça n'allait pas. La scène est comme un exutoire. On sent que c'est des béquilles, tout ça, d'une certaine manière. Non, c'est pas des béquilles, mais ça vous permet de vivre plusieurs vies, surtout. Donc c'est passionnant. Sur scène, on est très certainement quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ça nous permet de montrer autre chose de nous, tout en restant pudique, ce qui est extraordinaire, grâce à la musique. C'est pour ça que quand on me dit mais je comprends pas pourquoi vous faites pas de cinéma, pourquoi vous faites pas... Mais tout simplement parce que je ne me sens pas acteur du tout, que je suis, je pense, un acteur déplorable. Par contre, quand je dois aller devant des gens et chanter avec ce véhicule magique qu'est la musique, il n'y a pas grand... Je veux dire, je ne réfléchis pas. Voilà, je fais ça avec bonheur. On l'a bien compris, hein, donc le désir de se produire, de rester jeune d'une certaine manière, en tout cas de rester dans la vie, c'est important pour vous. On va en continuer à explorer ça en voyant d'abord des images d'il y a longtemps, finalement. R, c'était en 1970, des images assez inédites, parce que celles-là, elles sont en couleur. On va regarder. J'ai mes cheveux là sur ma tête, j'ai ma cervelle là dans ma tête, et j'ai mes yeux au-dessus de mon nez, et j'ai mes dents là dans ma bouche. Et j'ai ma langue et des boutons, et j'ai mon cou et mes tétons, et j'ai mon cœur et j'ai une âme, et j'ai mon dos au-dessus des fesses. Et j'ai mes doigts au bout des mains, et j'ai mes bras et j'ai mes jambes, et j'ai mon foie et j'ai mon sang, j'ai mes orteils au bout des pieds. Et j'ai mes poils et j'ai mes genoux, j'ai mes doigts, j'ai mes mains, j'ai mes langues, j'ai la parole, et j'ai la rage qui se dit là. Et j'ai des couilles, j'ai des cheveux, j'ai des escrocs, j'ai des cigales, et des problèmes. J'ai des tripes, j'ai des poings, oui j'ai la vie. Quel regard vous portez sur le jeune homme là de 23 ans? Il est pas mal. C'est ce que j'allais vous dire. Votre arrangeur, Jean-Claude Petit, dit que le côté pas mal, ça a été un peu l'obsession que ça le reste. Même jeune, votre angoisse était de bien vieillir. Pourquoi bien vieillir? Dès le début, je me suis inscrit dans la longueur. Ouais. Alors, ça ressemblait plus à l'époque quand même qu'aujourd'hui. Je me disais, je vais faire une carrière. Et puis, l'autre chose, c'était de se dire, il faudra faire ça en acceptant le temps qui passe et en adaptant, en ayant une réflexion sur son métier, ce qu'on peut représenter, et d'essayer d'être le plus serein possible avec ce fichu truc qu'est le temps qui passe. Mais justement, le temps qui passe, ça n'a pas été un truc qui a été facile à manager. Les régimes, vous avez fait gaffe à pas d'excès, enfin, c'était obsessionnel. Vous pesiez vos aliments... Oui, puis ça ne va pas durer. Mais le temps que je le fasse... Mais en fait, vous savez pourquoi je pesais les aliments? Non. Je suis très gourmand. Donc je voulais absolument manger tout ce à quoi j'avais droit. C'est pour ça que je pesais. Et j'en ai fait un truc agréable de cette histoire de régime. J'ai appris à cuisiner sans graisse. J'ai mis avec des herbes, des trucs, des sauces. Et c'était assez amusant à faire. Et ça ne me coûtait pas trop, mais il m'en est resté certaines choses. Vous êtes d'accord pour dire que vous avez eu toute votre vie un côté sous contrôle pour lutter contre ce temps qui passe, comme vous en parlez si bien. On ne lutte pas contre le temps qui passe. Dans la vie, on fait avec. On se débrouille, voilà. Oui. Mais éviter les excès... Les excès, j'ai eu de la chance parce que j'ai un corps qui n'aime pas trop les excès. Les excès, j'en ai tenté 2, 3. Et ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Là, on parle de drogue, là. Par exemple, quand je fumais des pétards, au bout d'un moment, j'avais la tête qui tournait, j'étais obligé de m'allonger par terre. Je me trouvais minable, donc je me suis dit, j'y prends pas véritablement de plaisir, quoi. Vous comprenez, le pétard, ça rend idiot. Bon, alors, après, j'ai un petit peu essayé la cocaïne, mais c'est pareil. Les effets
secondaire, si vous voulez, ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté tout naturellement. Et je pense que le problème des gens qui deviennent accros à quelque chose, ce n'est pas, on parle toujours du mal-être, mais c'est pas ça important. L'important, c'est le plaisir que ça procure. Et vous avez des gens, malheureusement, à qui ça procure un plaisir fou. Et moi, j'ai de la chance, ça ne me procurait pas de plaisir. Et c'est vrai que l'idée de, physiquement, quand je me présente devant les gens, devant le public, de ne pas être présentable, beau, disons-le, ça me plaît pas. Voilà. Et notamment quand vous présentez devant les femmes, se présenter beau, c'est important, le côté séducteur. On a demandé à l'une de vos meilleures amies de nous en parler. Vous travaillez ensemble aussi, vous lui avez composé des mélodies pour sublimer ses mots. Elle vous écrit de magnifiques mots, c'est Carla Bruni-Sarkozy. Bonsoir Carla. Bonsoir. Hello. Je vous vois, vous me voyez? Oui, bien sûr. Vous me voyez, on ne voit quasiment que vous, Carla. Merci d'être là. Ça va, mon Julien? Merci. Ça va, Marco? Très bien. Vous avez arrêté de fumer manifestement dans la main. Ouais. La cigarette électronique, Carla. J'ai arrêté. Ouais, ça se voit. Le côté séducteur de Julien. En préparant l'émission, vous avez confié mon mari. On voit de qui vous parlez, de l'ancien président. Mon mec. Votre mec. Mon Raymond. Qui n'est pas porté sur les hommes, le trouve magnifique, Julien, d'une grande élégance. Il est simplement beau, belle allure, beau sourire. Tout le monde trouve Julien magnifique physiquement, mais c'est pas tellement ça l'affaire. C'est quoi l'affaire alors? L'affaire avec le temps, la beauté de la jeunesse, bon, elle est presque universelle en quelque sorte. Non, l'important c'est ce qui reste, parce qu'on se rend bien compte que finalement, passé 40 ans ou 50 ans, il reste quelque chose. Et ça a à voir avec la grâce, l'élégance et toutes les autres choses de la vie les plus importantes. Qu'est-ce qui vous frappe chez lui, vous, Carla? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombés l'un et l'autre en amitié profonde? Ce qui me frappe chez lui, c'est sa gentillesse. Déjà, moi, je n'aime jamais les gens pas gentils. Donc, lui, c'est vraiment une grande gentillesse, une grande sensibilité, une grande gentillesse. Ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est son sérieux. Je crois que c'est un ancien enfant sérieux, un ancien enfant seul. Moi aussi, malgré les apparences. Ouais. Peut-être qu'après, on devient tous des espèces de clowns, les gens qui étaient comme ça. Ou des gens sur scène, effectivement, mais j'aime bien son sérieux. Et puis, j'aime bien sa pudeur. Ouais. La mélancolie, vous dites aussi, Carla? Oui, la belle mélancolie, celle... Pas la mélancolique. La mélancolie, c'est-à-dire le bonheur d'être triste un peu, le plaisir d'être triste, le plaisir d'être nostalgique, mais pas en tant qu'homme, hein. Il n'est pas comme ça comme personne. Non, je parle artistiquement, il y a quelque chose de mélancolique, de profondément mélancolique et de profondément classique aussi. Et curieusement moderne, et d'ailleurs quand on entend tout son répertoire, des premières chansons jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. Il y a une grande modernité, personne n'a jamais écrit des musiques comme les siennes, jamais. Il y a une grande mélancolie, il y a un grand classicisme. Ça me ramène quand même à Chopin, à Brahms, à Bach, et puis après ensuite à Barbara, à Ferré, beaucoup à Barbara pour la musique. Et cette mélancolie, et cette chose éternelle qu'il y a dans la mélancolie. Comme si nous, on avait tous un endroit comme ça. Et je crois que... Voilà, après, comme homme, je trouve que, comme ami, c'est un ami... très solide. C'est-à-dire très solide? Très solide, comme le sont les vrais amis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne change pas selon la vie. Ça veut dire qu'il vous a accompagné, quelle que soit votre vie et vos choix? Exactement. Sans juger, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Quels que soient les hauts et les bas, par exemple. Et donc, moi aussi, j'essaie d'être une amie comme ça pour mes amis. Alors, ça me fait plaisir d'avoir trouvé un ami comme ça, hein, c'est rare. Ça vous inspire quoi, Julien? Le portrait que nous écoutez, décrit de toute façon, Carla. Je vous ai dit que j'étais jamais allé m'allonger sur un divan. C'est la première fois avec vous. Elle, Carla, est très forte pour ça. J'adore l'entendre parler de ça, de parler des gens et de la façon dont ils sont fabriqués. Elle a un petit peu ce secret là de vous. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est vus, on a parlé très longuement, tous les deux dans ton salon, après que je t'ai joué notre chanson, et avant que tu ne me joues ce qui devait devenir quelques mois plus tard ton
premier album triomphal, mais on a énormément parlé. Je ne la connaissais pas, je n'avais jamais vu. J'ai le souvenir de m'être énormément confié, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, de m'être énormément confié ce jour-là, de tout ce qui pouvait être ma vie, d'où je venais, etc. En tout cas, de ces souvenirs que j'en ai. Et ça me fait plaisir, évidemment, ce qu'elle dit sur l'amitié, parce que c'est tout à fait l'idée que je me fais de l'amitié, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous dites plus, concernant Carla, vous dites qu'elle est la preuve qu'on peut être ami avec une femme sans avoir auparavant rêvé d'une aventure. Ouais. Oui, c'est une de mes rares amies femmes. Ouais. Une de vos rares amies femmes. On a été amis. Je pense que tu es amie avec toutes les femmes que tu as aimées. Mais en revanche, nous, on est devenus tout de suite simplement immédiatement amis. Quelle chance. C'est rare, hein. On est tombés amis, quoi. Vous êtes tombés amis. Ouais. Non, puis elle est une bonne conseillère de vie. Une bonne conseillère de vie? Ouais. Quel type, sans rentrer trop dans votre intimité, de conseils vous lui demandez? Un jour, elle m'a dit une phrase merveilleuse, mais c'est une phrase de poète. J'étais à un moment donné tournant de ma vie et je me demandais si je devais m'engager comme ça dans quelque chose que je subodorais provoquer un cataclysme. Et ça l'a provoqué. Et maintenant, la vie a fait que tout ça a pris sa place. Mais à ce moment-là, je me posais des questions. Il y avait une différence d'âge, il y avait plein de choses. Donc là, vous nous parlez, on va y venir, de votre couple d'aujourd'hui avec Hélène et ses 30 ans de différence. Et je lui ai parlé de ça. J'étais dans la voiture, j'allais fermer la porte. Et elle m'a dit, bof, qu'est-ce que tu risques? De perdre quelques plumes. Et j'ai trouvé ça tellement... On a envie de perdre des plumes, non? On a envie de rester tout plumé. De toute façon, on perd ses plumes. C'est quoi bon vivre si on ne perd pas les plumes? Vous regardez toutes ces plumes comme un con. Merci beaucoup, Carla, de cet éclairage. Merci beaucoup. À Merci bientôt. de m'avoir invité. Je vous attends. La prochaine fois, c'est de l'autre côté de l'écran, Carla. Hein, c'est dans le divan. Hein. Donc, elle vous a conseillé d'y aller? Bah oui. Hein, finalement. Et c'est peut-être aussi une autre source de jeunesse éternelle, l'amour avec 30 ans de différence, avec votre femme Hélène. Quelques images de votre dernier single, Entre elle et moi, qui racontent poétiquement cette différence d'âge. Et vous me parlez de ce cataclysme que vous redoutiez tant et puis finalement qui n'a pas l'air de s'être produit. Ben si, il s'est produit, mais il a fallu prévenir tout le monde et les enfants et tout ça. Donc vous savez bien que quand nous avions écrit la chanson Double enfance avec Maxime, le forestier avait dit dans une interview, nous avons écrit une chanson sur quelque chose que nous avons malheureusement fait vivre à nos enfants. C'était le divorce, on va y venir tout à l'heure. Et donc là, mais un cataclysme que vous avez géré. Oui, bien sûr, et surtout avec l'amitié de tout le monde. Elle a raison, Carla. Je me flatte d'être ami avec toutes les femmes que j'ai aimées. On les verra tout à l'heure, les femmes que vous avez aimées. D'abord, celle-là, celle qui est peut-être votre élixir de jouvence aujourd'hui. Donc, Hélène, on va voir ces quelques images de votre chanson. On écoute surtout les paroles, comme à chaque fois avec vous. Vous faites la mélodie, mais les paroles, on a l'impression que c'est vous qui les avez écrites, ces paroles. Entre elle et moi, il y a des printemps. Quelques années qui ruissellent, entre elle et moi, c'est comme ça. Regardez bien sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme, c'est un peu que j'emprunte. Et vous avez donc franchi le pas. Ça donnait déjà cette magnifique chanson, mais surtout un beau couple et un petit garçon. Un enfant. Un petit garçon. Oui. Votre amie Florence Pernel, elle nous dit en parlant de votre... Vous êtes marié avec Hélène? Oui, bien sûr. Avec votre femme. Elle est très fantaisiste. C'est un être singulier dans sa manière d'être, de parler. Elle sort de l'ordinaire et je pense qu'il est fasciné par ça. Oui. C'est une vraie muse au sens mythologique du terme pour lui. Mais c'est vrai. Florence est une très douce amie et elle a raison dans ce qu'elle dit. Elle a raison. Une muse au sens mythologique du terme en parlant d'Hélène. C'est votre muse d'une certaine manière. Votre élixir de jeunesse. Non, mais vous avez dit l'élixir de jouvence. De jouvence, c'est un bon terme, comme disait Gainsbourg, j'achète. Quand on lui disait quelque chose qui lui plaisait, il disait j'achète. Ouais, j'achète l'élixir de jouvence, oui.
Hélène, avec beaucoup d'humour, elle décrit votre différence d'âge comme ça. Vous l'avez lu, évidemment, dans Libération. Autant le dire, car il n'y a que ça qui intéresse les gens, cette différence d'âge. Oui, je suis une meuf 2, quoi. 30 ans de moins que lui, en plus. La salope, l'enfoiré. Elle pense qu'à la thune, il pense qu'à son cul. Voilà, être la meuf 2, c'est aussi ça. On ne peut rien y faire, sans peut-être chanter, pour ne rien entendre. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Elle a de la personnalité, cette Hélène. Oui, mais elle n'est pas que meuf 2, elle est auteure de très très grands talents. Elle existe tout à fait par elle-même. Il y a une très très grande différence entre nous, mais je crois que on dit toujours qui se ressemble s'assemble. Oui, mais pas que. Elle est extrêmement curieuse, plus que moi. Je pense, moi, être plus instinctif que curieux. Et des fois, je ne fais pas l'effort de comprendre les choses. Elle est obsédée par la compréhension des choses. Donc, ça fait un bon attelage. Et c'est donc Carla qui vous a permis d'assumer le cataclysme que ça allait provoquer, finalement? Moi, à l'idée d'annoncer à mes enfants, etc., c'était un drame pour moi. Parce que faire de la peine à mes enfants, et ayant vécu ça, je sais très bien ce que c'est. J'avais déjà fait vivre ça aux aînés. Alors de recommencer pour les 2 cadets, on pourrait dire, c'était un drame pour moi. Bon, mais c'est ça, la vie était comme ça, et puis voilà, il fallait faire ça. Mais enfin, le résultat de tout ça, c'est que, me semble-t-il, j'aurais réussi un truc à peu près dans ma vie, c'est cette famille recomposée. Voilà. Peut-être le dernier point qui explique cette éternelle jeunesse, finalement, ce côté Dorian Gray, c'est le côté éternel optimiste. Votre amie Emmanuelle Rouffy, la marraine de votre fils Léonard, justement, elle dit « Julien est un hyper-optimiste, il voit toujours le verre à moitié plein, il n'est jamais dans le conflit, tout est simple pour Julien, c'est un homme simple, il n'est pas tordu, il est constant. » Il y a ce côté-là. Hélène, votre femme, elle dit quand on vous parle de dépression, vous comprenez même pas le terme parce que c'est pas votre truc, quoi. Il y a ce côté-là. Il y a le côté je veux que ça aille bien. J'ai pas trop d'état d'âme. Et les gens qui en ont trop, pardon, je crois que j'ai hérité ça de mon père, ça me fait sourire. Et alors ça peut paraître cruel, mais c'est vrai que il faut que je me concentre vraiment pour accepter ou pas accepter, pour comprendre, essayer pour un coup de comprendre le mal de vivre chez quelqu'un. Parce que vous avez mis ça à distance. Est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est parce que justement vous avez une enfance particulière, et on va s'y pencher maintenant, que vous avez mis une distance avec le mal de vivre parce qu'il fallait aller bien dans cette enfance un peu particulière? Il y a d'autres enfants qui ont vécu ça, franchement. Là, on parle d'enfants divorcés. Hein, donc, mais vous, à l'époque, c'était déjà pas commun. Et en plus, c'était très particulier, ce divorce. Parce qu'on va y venir. Mais votre père, vous en parlez quasiment pas. Il a mis beaucoup de temps à vous raconter ça. Il a fallu d'abord que vous soyez vous-même papa pour qu'il vous parle. Mais ma mère, elle m'en parlait beaucoup. Hein. Et elle vous en parlait. Donc, vous étiez écartelé. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Je propose de s'y pencher vraiment parce que c'était une forme de secret de famille. Pour commencer peut-être, vous parliez tout à l'heure de la chanson de Maxime Le Forestier, votre grand ami, qu'il a écrite sur le divorce. Vous lui avez demandé, après la mort de votre père, cette chanson magnifique, Double enfance. Je vous propose de l'écouter, ça pose bien l'histoire déjà. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Magnifique chanson. Il y a un côté des avantages d'une vie partagée entre deux foyers, hein, deux cadeaux d'anniversaire, multiplier les pères et les mères. Et puis il y a le traumatisme, peut-être le plus fondateur pour vous aussi. Silence, silencieux, souvenir qu'on ne peut pas partager. Ça a été ça, hein, pour vous. Je passais les week-ends seul avec ma mère, j'aimais bien ça, parce que, évidemment, j'étais comme un petit roi, c'était un petit peu triste, mais en même temps, il y avait
Il y avait la télé, ce qu'il n'y avait pas pour la reine. Il y avait mon grand-père maternel qui, au début, n'était pas loin. Après, était pas loin, mais j'adorais ce grand-père antillais. Mais ma mère, je passais énormément de temps avec elle pendant le week-end, évidemment, dans ce tout petit appartement. Et elle me racontait tout. Enfin, elle me racontait sa version. Ça m'intéressait. Et en même temps, c'était presque trop. J'ai presque préféré le silence de mon père. Silence absolu de votre père, qui vous a rien conté. Hein, puisque... Rien. Mais l'histoire, c'est celle-là. Donc, votre mère est la fille de la femme de ménage de la famille. Ils ont une différence d'âge avec votre père. Ils se marient. Très vite, ça va pas. Ah, non, mais c'est complètement... c'est romanesque. Il part à la guerre. Il laisse une petite fille. Il revient de la guerre. Et il y a une jeune fille. Et donc voilà, il va l'épouser. Ça va pas durer très 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 longtemps. Mais c'est romanesque jusqu'au bout, puisqu'ils vont se quitter. Il donne un rendez-vous à ma mère sur un quai de gare et elle ne vient pas. Votre père a souffert de l'infidélité de votre mère. Il a consigné cette souffrance et les étapes de la fin du mariage jusqu'au divorce dans un journal. Et ça donne ça, 12 septembre 48, j'arrive à Paris pour apprendre que Madame Merlot, c'est votre mère, est partie avec son amant sans laisser d'adresse, en abandonnant l'enfant chez ses parents. Je me présente vainement 3 fois pour reprendre l'enfant. Madame Merlot refuse d'ouvrir. À travers ces peu de mots, on sent bien l'ambiance de l'époque, la difficulté, la violence même. Oui, la violence. Et puis alors aussi... là, c'est pour le coup que les deux classes sociales prennent leur importance. Parce que d'un côté, il y a un normalien qui va s'organiser très vite, qui va faire jouer certains de ses amis. Il va monter un dossier pour m'avoir, pour me garder, pour avoir ma garde. Ma mère est très très jeune et elle est fille d'ouvrier. Elle est beaucoup moins bien organisée et lui, il a toujours eu sur elle un ascendant intellectuel. C'est ça. Elle trouve que son mari est absolument brillantissime. Et toute sa vie, elle gardera ça en plus. C'est pour ça qu'elle va mettre tellement de temps à se remarier après, parce que je la soupçonne d'être restée sous l'influence intellectuelle de mon père longtemps. Socialiste, fille de communiste, d'origine guadeloupéenne par son père, des origines que vous revendiquiez très jeune. Vous disiez à vos meilleurs copains, alors que vous connaissiez rien aux Antilles, que vous étiez dans une cahute ou sur des palmes. J'ai menti très jeune là-dessus parce que ça me faisait rêver, cette histoire de négritude. Donc c'est quelque chose que vous valorisiez, cette histoire de négritude d'une certaine manière, petit. C'était un rêve, ça me faisait fantasmer. Et des années après, je suis tombé sur un texte remarquable. Vous savez, en allant chez un ami, je suis tombé sur le Code noir. Alors c'est le code de l'esclavage sous les différents rois de France jusqu'à l'abolition de l'esclavage. En intro de ce code, il y a un texte fantastique de Christiane Taubira qui décrit tout ce que peuvent ressentir et tous les points communs qu'ont les descendants d'esclaves. C'est drôle. Et je me balade tout le temps en fait avec cet objet-là. Et... bien que je n'ai jamais vécu là-bas, etc., oui, je me sens... Cette injustice-là de l'histoire me poursuit. Il y a 2 injustices de l'histoire que je ne comprends toujours pas et qui, je crois, j'en parle jamais, mais auront été fondateurs dans ce que je pense vraiment au plus profond de moi. C'est d'une part ça, l'esclavage, et d'autre part la Shoah. On a bien compris, hein, donc, cette différence culturelle, hein, ces 2 foyers très différents. On a donné des photos de vous à notre psy, spécialiste dans le décryptage des photos, Christine Ulivucci. Elle explique sur une photo la place que vous avez prise dans ces 2 mondes complètement opposés. Regardez. Ce qui capte tout d'abord le regard sur cette photo, c'est le double mouvement de la configuration. D'un côté, la similitude des postures qui relie le jeune Julien Clerc à son grand-père maternel dans une forme d'identification. Et de l'autre, la barrière qui les sépare. Telle une ligne de partage, cette frontière délimite 2 espaces distincts qui se jouxtent. On pourrait dire qu'elle renvoie à ce avec quoi l'enfant a dû faire, à la dichotomie au sein du couple parental et à la différence des milieux sociaux d'origine. Le deuxième élément significatif de la photo, c'est le positionnement sur le rebord du mur, à l'aplomb du vide. L'enfant se tient debout, souriant et à l'aise, ayant trouvé son point d'équilibre dans une zone intermédiaire.
Ancré à la lisière de deux mondes, il semble marquer sa solution pour éviter le clivage et faire avec cet entre-deux. Ah, vous savez que c'est une photo que j'adore, celle-là. D'abord parce que j'adorais mon grand-père, qui lui aussi me faisait rire, alors qu'il n'avait pas la réputation d'être drôle. Il mangeait pas de piment. Alors que moi, je pensais que tous les Antillais adoraient le piment. Il mangeait pas de piment. Il était très sérieux. Et autant que mon père pouvait être sérieux. Mais il était, en même temps, pour moi, très, très drôle. Et surtout, quand j'arrivais de l'autre côté, c'est pas tellement qu'on était croyants et qu'on allait tellement à l'église. On allait à l'église une fois ou deux par an, c'est tout. Mais quand j'arrivais de l'autre côté et que, évidemment, j'étais un enfant et que je parlais du petit Jésus, alors il faisait des bons comme ça, en disant le petit Jésus, quelle horreur, etc. Mais il avait gardé l'accent, hein, et il me disait, qu'est-ce que c'est que ces conneries, le petit Jésus, lui-même le nez dans sa religion communiste. Bon. En tout cas, à travers cette photo, on comprend comment vous avez trouvé votre place entre ces deux mondes. Votre père qui s'est remarié donc avec Guylaine 2 ans après s'être séparé de votre mère ou que votre mère soit partie. Et puis dans l'univers du week-end chez votre mère, dans ce truc un peu, on peut dire un peu fantasque, quoi, d'une certaine manière chez elle. Mais vous dites, enfant, ma mère me regardait partir en larmes le dimanche soir et je marchais jusqu'au métro. Puis de la gare jusqu'à la maison de mon père, ce sont des images de mélancolie qui ne m'ont jamais quitté, mais qui ont été sans doute fondatrices. Ce qui me reste, étrangement, c'est l'automne. Alors c'est une saison que je trouve belle, mais les soirs de fin d'automne, de début d'hiver, là, quand la nuit tombe tôt, c'est en plus lié aux odeurs. On ne parle pas suffisamment dans la vie des odeurs. Il y a beaucoup de marronniers là-bas dans la banlieue sud. C'est resté relié à ces moments-là, ouais. Alors, elle me raccompagnait parce que j'étais pas assez grand pour rentrer seul. Elle ne rentrait jamais, elle me laissait à la grille de la maison. Et elle ne rentrait jamais. Les deux femmes ne se voyaient jamais. Elles se sont peut-être vues une fois quand Guylaine a voulu expliquer à ma mère, à Evelyne, donc, qu'elle me mettait au piano. Elle voulait sa permission. Et vos parents, en fait, ils se sont retrouvés ensemble quand vous êtes devenus connus à l'Olympia, non? C'est là où vous les avez vus à nouveau ensemble, quand ils ont célébré votre réussite. Oui, c'est ça. C'est la première fois, c'est quand j'étais en première partie de Beko. Et les premières années où je chantais, elle était très, très présente. D'abord parce qu'elle n'avait pas d'homme, et que j'étais un petit peu son homme, donc elle m'a suivi partout. Donc on a bien compris, il y a ces deux familles, Julien, comme vous dites d'ailleurs... on se fait à tout, donc vous faisiez à tout, et puis il y avait une forme de joie aussi là-dedans. Et donc il y avait Guylaine, qui était la deuxième maman, que vous appeliez maman, que vous avez connue tout petit, hein. Vous aviez quoi, à peine 2 ans? Ils se sont connus à Vienne, en fait. Mon père avait été nommé responsable de la culture française dans le quartier occupé par les Français à Vienne. Voilà. Donc je suis né à Paris, mais j'ai tout de suite été emmené à Vienne pendant 1 an. Avec cette deuxième maman, Guylaine, qui vous considérait comme son propre fils. Et d'ailleurs, regardez ces images, elle se souvient parfaitement de vos débuts, et on voit toute la fratrie, puisque après vous, votre père et Guylaine ont eu Gérard, Sylvie, Christine, Marianne, Jean-Noël, vos demi-frères, je les appelle comme ça, ou vos frères et sœurs? Ouais, c'est mes frères et sœurs. Vos frères et sœurs. Je lui ai fait faire du piano parce qu'il avait l'air doué pour la musique. Il a toujours chanté très juste. D'ailleurs, tous mes enfants chantent juste. Non. Je chante plus ou moins, mais lui a toujours chanté très juste. La première fois qu'il a chanté en public, c'était un mariage en Poitou. Oui, monsieur, oui. Il a chanté des chansons poitevines que je lui avais apprises. Et puis il a commencé à... Momo. Il a monté un orchestre avec des camarades. Il est parti à Calvi. Il a chanté dans des petites boîtes à Calvi. Enfin là, je n'y étais pas. Alors, je ne suis pas témoin, mais il me l'a raconté. Après quoi, ils se sont réunis là derrière dans un petit pavillon de jardin avec 3 ou 4 copains. Et ils faisaient des... Il y en a un qui chantait, les autres accompagnaient. Mais à ce moment-là, il ne chantait pas. Lui, il était batteur. Famille recomposée, unie. Oh oui. Oh, bah, c'est un peu le long fleuve tranquille, non? Ouais, un peu, ouais. Un peu. Plutôt sympa. Tendance Télérama, un peu comme ça. Et tous ces frères et sœurs, donc, ou demi-frères et demi-sœurs, ne connaissaient rien de votre vie du week-end. Vous ne leur faisiez absolument rien partager. Non, c'était une je sorte de partageais la même secret. chambre que mon frère. Ouais, de votre frère était dans Gérard. la même chambre, oui. Mais il ne savait absolument rien de ce qui se passait le week-end. Je crois qu'il ne savait rien. On va lui demander, puisque Gérard Leclerc, journaliste plus qu'émérite, écrivain, est avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc Gérard, vous partagiez la chambre de Julien et vous ne saviez rien
de ce qui se passait le week-end, de cette deuxième vie avec sa mère. Si, un peu quand même. Bon, c'est vrai la période était totalement différente, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Les familles recomposées, déjà même ce terme n'existait pas. Et c'est vrai que le divorce, c'était quelque chose qui était un peu honteux, un peu scandaleux, etc. On n'en parlait pas. Donc il y avait un espèce de non-dit qui faisait qu'on n'en parlait pas dans la famille, mais en même temps, c'était pas non plus un traumatisme. C'était, voilà, je sais pas à quel âge, mais un jour, on a dû poser la question, ou j'ai dû poser la question à mes parents, mais Paul Alain, parce que... Oui, parce que Julien, mais c'est Paul Alain. Oui, Paul Alain a deux mamans. Bah oui, il en a deux. Ah bon, bah, il en a deux, voilà. Et donc on vous dites ça comme ça, parler. Gérard, c'est votre quotidien, mais quand vous dites ça, c'était quand même assez tard que vous avez dit ça. C'était à peu près vers quel âge? Oh non, je pense pas quand même, parce que assez rapidement quand même, j'étais peut-être pas très malin, mais enfin j'ai bien vu qu'il partait le vendredi soir et qu'il revenait le dimanche soir. Et comme on dormait dans la même chambre, en plus, c'est là où j'apporte une petite rectification. Il me parlait quand même assez souvent, régulièrement, de ce qu'il faisait les week-ends, ou plus exactement, notamment de la musique. C'est par Julien que je commençais à entendre du jazz, que je commençais à entendre la nouvelle musique, yéyé, comme on disait à l'époque, etc. Et même des chanteurs français comme Brassens, comme Brel, etc. Donc tout ça, ça venait par lui. Et donc on en parlait le soir, on était dans la même chambre, il y avait les deux lits qui étaient côte à côte. Et bon, il avait 4 ans de plus que moi, c'est le grand frère. Et donc le grand frère, on le regarde un peu, il y a toujours un côté un peu admiration, parce qu'il a 4 ans d'avance. Et donc, oui, il me parlait quand même d'un certain nombre, d'une part, un peu de ce qu'il faisait le week-end, de ce qu'il connaissait par son autre maman, et puis même de détails. Je me souviens très bien, une fois, il m'avait dit, oh là là, je sais pas comment il disait, chez maman, ou je sais pas, il fait toujours très chaud, et parfois elle se promène à poil dans l'appartement. Je me souviens très bien de ça, oui, parce que c'est quelque chose qui est à Bourg-la-Reine, on n'imagine pas une seule seconde. Du coup, on avait plutôt froid parce que c'était un grand pavillon qui était mal chauffé, et mon père voulait pas mettre de mazout parce qu'il jurait que par le charbon, à savoir pourquoi, parce que voilà. Et donc, oui, je me souviens de ce détail comme d'autres, voilà, qui disaient qu'on en parlait quand même. Julien, Paul Alain, c'était un peu le fils adoré de votre père? Oui, absolument, oui, c'est vrai. Oui, il y avait un lien tout à fait particulier. Alors ça, on l'a pas, au début, on l'a pas bien évidemment complètement compris, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait... bon, en plus, mon père avait toujours était un intellectuel avec des opinions toujours très tranchées, en même temps une vraie complexité. C'était vraiment une personnalité très forte et je vous dis assez paradoxale. Mais il y avait comme ça, parmi les enfants, il y en avait 3 qui étaient un peu ses chouchous, comme on disait. Alors un jour, j'en ai parlé à Julien, mais bien plus tard, je lui ai dit pourquoi, tu vois? Il me dit, à mon avis, parce qu'on lui ressemblait un peu plus que les autres. Et voilà. Et donc, mais rassurez-vous, on n'était pas non plus, il n'y avait pas des enfants maltraités. Mais, et donc, c'est vrai qu'il y avait un lien particulier qui existait entre Paul Alain et papa, quoi. Alors, d'ailleurs, on en rigolait, on s'en moquait, parce qu'il y avait il y avait en même temps dans mon père qui avait des idées, des principes, etc. Il y avait en même temps une vraie tolérance et une vraie ouverture d'esprit qui était assez étonnante, et qui faisait que les dîners le soir, c'était quelque chose d'assez incroyable, quoi. D'ailleurs, nos cousins souvent nous en parlaient, ils disaient, mais c'est incroyable, chez vous parlez politique. Effectivement, le dîner, c'était... il n'y avait pas la télévision, mon père voulait pas de télévision, on a eu la télévision qu'en 68, donc très très tard. Mais par contre, on écoutait la radio, et avec des chroniques politiques, il n'arrivait pas à avoir le calme pour pouvoir écouter Jean Nochet, je me souviens, il y avait notamment Jean Nochet. Et puis on commentait toute l'actualité politique, c'était assez incroyable. En fait, on n'y connaissait pas grand-chose, bien évidemment, parce qu'on était petits, mais par principe, je prenais toujours le contre-pied de mon père. Julien regardait, il comptait les points. Une fois de temps en temps, mon père se penchait vers lui en lui disant « Dis à ton frère que c'est un idiot ». Alors Julien se tournait vers moi et me disait « Bon, papa me charge de te dire que t'es un idiot ». En fait, il employait pas le mot idiot, un autre mot beaucoup plus cru. Mais voilà. C'était sympa chez vous. Ouais, on rigolait bien. Tout ça se passait dans une ambiance qui était franchement très drôle, et une vraie liberté de ce qu'on parlait politique, mais il nous parlait également littérature. On parlait un peu de tout, quoi. C'était assez réjouissant. Et Gérard, c'est à vous que ce père, à la fin de sa vie, a confié tous les documents qui concernaient son divorce douloureux, à vous, et pas au principal intéressé, j'allais dire, à Paul Alain Julien.
Ouais, c'est étonnant, oui, il m'a donné tout ça. Bon, c'est vrai que j'ai jamais eu des rapports difficiles avec mon père, mais enfin bon, en plus j'étais un peu... je prenais systématiquement le contre-pied de ce qu'il disait, ce qui l'énervait souvent. Et puis, en même temps, j'ai fait les études qu'il aurait souhaité que Julien fasse, il faut dire les choses comme elles sont. On va y venir, ouais. Vous avez Sciences Po, etc. L'histoire et Sciences Po. Voilà, je me suis enraciné dans le Poitou, qui était mon père ne jurait que par le Poitou. J'ai repris les vignes, etc. Et donc, c'est vrai voilà, pour toutes ces raisons, et je ne sais pas, sans doute d'autres, et c'est vrai que c'est à moi qu'il a transmis tous les documents de famille, et notamment, effectivement, ce document que j'ai remis tout de suite à Julien, qui était, si je me souviens bien, toutes les affaires du procès. C'est ça, Julien. Et c'est Gérard donc, qui vous a transmis tout ça, et toute une partie de votre vie, ça a transité par Gérard. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience à ce point, et comme Julien d'ailleurs, le choc, enfin, la bataille terrible que notre père avait menée. Il s'est vraiment battu comme un chien pour avoir la garde de Julien. C'est une belle histoire que nous racontons en même temps, Gérard. La vôtre, il y a tout. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup de bienveillance dans cette famille, en même temps beaucoup de valeurs. Enfin, il y a plein de choses. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, même si, à des moments, je m'en suis un peu éloigné au hasard de mes unions, depuis quelques années, je me suis, Dieu merci, rapproché beaucoup de ma famille. Oui. Il y a eu un moment où ça a été plus... dont j'avais été si proche, plus jeune. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup. Merci. Donc, Julien, votre père, comment il a vécu cette carrière artistique? Mieux que je ne pensais. Il m'a dit, écoute, au moins, essaie de ne pas perdre tes langues vivantes. Parce que c'est là que tu étais bon à l'école. Bon. Mais il était assez tolérant avec moi, en fait. C'est pour ça que quand on le décrit comme quelqu'un de froid, de dur, c'est absolument faux. C'était quelqu'un avec des principes. Mon frère et moi, il nous a fait rire toute notre enfance, quand même, tout en voulant être sérieux par moments. Nous, ça nous est resté. Et puis, une espèce d'honnêteté intellectuelle dont nous avons, je crois, hérité. Et quand vous me demandiez tout à l'heure, c'est quoi votre côté pur et dur? Je pense que mon côté pur et dur, c'est lui. C'est lui, ouais. C'est ce truc, une espèce quand même d'intégrité, d'honnêteté intellectuelle qui fait que la malhonnêteté intellectuelle, c'est un des trucs que j'ai le plus grand mal à supporter dans la vie. Il vous laisse donc vous diriger dans cette carrière artistique qui arrive par hasard. Vous dites, c'est par accident. Pendant les vacances en Corse, des musiciens du continent ont dit qu'ils n'avaient pas de chanteur, et j'ai dit que je pouvais le faire, alors que je n'avais jamais chanté, et c'est parti comme ça. Ah oui, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais un copain avec qui je partais en vacances, qui était plutôt Rolling Stones, et moi j'étais plutôt Beatles. Et on avait toute notre pile de disques, là, et on campait. Puis il y a des musiciens qui sont arrivés du continent, qui étaient à Calvi, et ils n'avaient pas de chanteur. Et je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas dit, il n'y a pas quelqu'un qui chante. J'ai dit aussi, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai appris à toute vitesse dans la tente l'après-midi les choses que eux jouaient, en fait, parce qu'ils jouaient le hit parade de l'époque. Bon. Donc j'ai tout appris. Le soir, j'ai chanté dans la boîte, dans une espèce de sabir franco-anglais, les paroles que j'avais plus ou moins repérées. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, parce que j'ai vu que les gens m'écoutaient. C'était nos copains, du reste. M'écoutaient avec plaisir. Et puis après, quand on est rentré après les vacances, j'ai continué de chanter dans des boîtes avec ce groupe-là. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à créer ma propre musique au piano à Bourg-la-Reine. Et c'est parti comme ça, avec des influences donc diverses, liées aussi à votre schéma familial. La vérité de votre mère, le goût de la chanson française, de votre père, le goût des lettres et de la poésie, de votre belle-mère, le goût du piano, qui vous a mis au piano très tôt, et de la musique classique. Très présente. J'ai eu la chance d'être inscrit aux matinées de la Comédie Française et d'être inscrit très jeune aux matinées de musique classique d'un truc qui s'appelait les Musigrats, au Théâtre des Champs-Élysées. C'est vous dire que quand j'ai chanté des années plus tard au Théâtre des Champs-Élysées, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et ça a vraiment été un éveil à la fois intelligent et passionné à la musique. Et ce qui fait que la musique classique, Dieu merci, je l'ai aimée dès tout petit, grâce à ma belle-mère. Et puis, j'arrivais dans l'autre monde de la musique quand j'allais chez ma mère, qui elle aussi avait des goûts à la fois très populaires, c'est-à-dire Brassens avant toute chose, mais aussi Aznavour, mais aussi Yves Montand, etc.
Et puis, et Barbara, mais Barbara, c'est plutôt moi d'ailleurs, c'est moi qui ai découvert ça. Ça fait partie des premiers disques que je me suis acheté. Et puis, le jazz. Elle avait des goûts assez pointus, elle, dans l'autre partie de la musique. Et j'avais tout ce bagage-là, qui était tellement important et qui ne m'a jamais quitté. Et donc, qui fait que quand vous rencontrez Étienne Roda-Gil, en 67, lui à l'écriture, vous à la musique, vous formez un couple mythique, premier 45 tours, coup de tonnerre, la cavalerie, on regarde. Hein. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis, moi j'entends la fra-ba-da-ba-da-ba-ba, cavalerie, moi je pense à la fra-ba-da-ba-da-ba-ba, cavalerie. Un jour je prendrai la route, mes rails coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage, et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi, Incroyable, donc coup de tonnerre, parole Étienne Roda-Gil, ce fils d'immigrés espagnols, qui lui passe son temps, on est en plein mai 68, sur les barricades. Vous préférez rester composer chez vous avec votre petite amie de l'époque. Il y a un grand malentendu au départ, d'ailleurs, Julien Clerc. On vous prend pour un chanteur engagé. Ce sont ses paroles qui sont engagées. C'est son parole qui sont engagées. Et vous, finalement, pas du tout. On vous prête un engagement qui n'est pas le vôtre. Peut-être que lui, il a éveillé votre conscience d'une certaine manière. Mais... Oui, mais c'était quand même des mots magnifiques. Bien sûr. Et pour un musicien, chanter ça, pour un chanteur, un interprète, c'était extraordinaire. Et puis il y avait des choses que je partageais. Ce dégoût de l'injustice, ce goût pour tirer les hommes de leur misère, etc. Tout ça, c'était des choses que je pensais tout à fait. Et qui étaient d'ailleurs pas si loin de ce que je pensais aussi mon père. Le gaullisme, il y avait un côté social dans le gaullisme. Il y avait... Non, tout ça, ça ne me gênait pas. Et puis, Roda a d'une certaine façon... dans le rôle de, c'est un très mauvais terme, gourou, mais je ne trouve pas le terme, de directeur de conscience, on va dire, un peu remplacé mon père, c'est vrai, il était plus âgé que moi. Guillaume Durand, votre ami, il décrypte ça. Vous dites que c'est finalement un père de substitution. Il dit, Guillaume Durand, Roda-Gil s'exprimait à travers le sourire et les mélodies de Julien. Julien était beau, Roda-Gil non. Il lui a fait dire des choses à travers ses textes. Ils avaient une relation extrêmement complexe. Son histoire avec Roda-Gil a beaucoup joué dans la dignité de Julien. Oui, parce que nous avions des codes. Nous avons décidé très tôt d'une façon d'être. D'abord, on est arrivé à 3 dans la maison de disques. Momo, qu'on a aperçu tout à l'heure dans le truc à Bourg-la-Reine, là, avec ma famille, avec mes frères et sœurs et ma mère. Étienne et moi. Je n'ai pas signé tout seul chez Momo, c'est Maurice Vallée. On était 3. Étienne, il a pris en main tout ce qu'étaient les pochettes, l'image. Il avait une idée très précise, alors que moi, j'en avais aucune, de ce que devait être l'image. C'est lui qui décidait avec le service de presse de Pathé Marconi. C'est lui qui avait écrit le premier truc qu'on a distribué aux journalistes, qui se terminait, c'est complètement rodagilien, par « il est de la race des enfants victorieux, la race des métis ». Il ne ressemble à personne, écoutez-le, il s'appelle Julien Clerc. Alors on distribuait ça aux journalistes. Donc il était un peu plus encore que le parolier. Et évidemment, ça a donné la carrière incroyable qui a été la vôtre. Vous, le fan des Stones et des Beatles, hein, vous étiez un enfant du rock. Et l'autre parolier, Jean-Loup Dabadi, disait que vous ne vouliez surtout pas être un Don Juan de bazar. Vous, finalement, qui avez marqué la chanson française par vos belles chansons aussi d'amour, c'était pas votre truc, ce registre-là, a priori. Non, mais je voulais pas être, on va dire, que ça.
Mes auteurs m'ont écrit des chansons d'amour parce qu'ils devaient trouver que ça allait bien avec ma musique. Enfin, c'est l'idée qui se faisait de moi. Et un très bon exemple, et je le cite parce que c'est tout récent, c'est cette chanson que nous avons vue tout à l'heure, « Entre elle et moi ». C'est un jeune auteur qui s'appelle Bruno Guglielmi, qui a beaucoup de talent, qui m'a été présenté par Maxime Le Forestier. Pour me le présenter, Maxime fait un dîner chez lui. J'arrive avec Hélène. Bon... On passe une très bonne soirée, très gaie comme toujours chez Maxime. Fabienne cuisine très bien, donc on passe vraiment une bonne soirée. On s'en va, et quelques temps après, il envoie à Maxime, est-ce qu'il acceptera de chanter ça? Il envoie les paroles, et Maxime me les fait suivre. Ça sort directement du dîner, vous voyez ce que je veux dire, ces paroles-là. C'est parce qu'il nous a vus ensemble. Je vois bien, mais là, aujourd'hui, vous avez entre guillemets plus rien à prouver. À l'époque, « Femme, je vous aime », par exemple, vous n'en vouliez pas. Je sortais de 15 ans de Rodagile, là. Jamais on avait dit « je t'aime » ou « je vous aime », je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Une seule fois, je crois. Étienne a écrit « je t'aime crème, je t'aime noir, je t'aime jusqu'au dernier comptoir ». C'est une chanson qui s'appelle « Les fleurs des gares ». Mais il n'a pas mis « je t'aime ». Il a mis un adjectif après. Bien sûr. Là, c'est la première fois. Et je pense que Jean-Loup avait bien dans la tête de me faire dire des choses qu'on ne m'avait pas fait dire jusque-là. Et vous, c'était pas votre truc? Il fallait qu'il prenne le contre-pied de ce qu'écrivait Rodin, avec toujours une exigence de qualité. J'ai eu beaucoup de chance. Tous, chacun dans leur style, c'est tous des textes de très très grande qualité, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, Julien, à 69 ans, il y a encore la volonté d'avoir le tube, le disque qui... Non, il y a la volonté d'avoir des bonnes chansons. Mais le tube? Alors, est-ce qu'on peut encore faire un tube aujourd'hui comme on faisait à l'époque, quand on est un chanteur de ma génération, je ne sais pas. Moi, il y a des réalités, elles sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas pleurnicher, dire que c'était mieux avant. Donc, moi, je continue de faire ce que j'ai toujours fait, d'essayer d'écrire des bonnes chansons. Et si dans le tas, il y en a une qui touche un peu plus le cœur des gens, tant mieux. C'est comme ça parce que c'est celle-là qui vous fait le succès d'un disque. Et vous pouvez faire un très bon disque, mais ne pas avoir cette chanson-là. Ça, c'est un malheur. Quand ça arrive, ma foi, il faut tourner la page, puis il faut avancer. Et Julien, parmi les chansons qui ont marqué, qui ont marché, bizarrement, vous dites, je me suis rendu compte que certaines chansons clés, que les gens aiment bien, elles sont liées à la femme de ma vie à l'époque. Ça a été le cas pour Souffrir par toi, pour Ma préférence, pour Femme, je vous aime, et pour Entre elle et moi. On les écoute. Aujourd'hui, je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. C'est s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, voir la remords seulement. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez de l'âme parfaite. Mais elle est ma préférence à moi. Je vous aime, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Entre elle et moi, il y a des printemps. Quelques années qui ruissellent. Entre elle et moi, c'est comme ça. Regardez bien sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme, c'est un peu que j'emprunte. Magnifique chanson, donc comme vous l'avez dit, celles-là ont marqué, elles sont liées à des femmes qui ont été importantes pour vous. La première, Souffrir par toi. Vous avez demandé à Étienne Rodagile d'écrire cette chanson, Souffrir par toi n'est pas souffrir. Après votre rupture avec
France Gall. C'était important pour vous de lui faire passer ce message-là? Je vous ai un peu menti. Je suis allé voir une fois. Un psy? Oui. C'était à ce moment-là. Et elle m'avait recadré, j'ai envie de vous dire, en une séance d'une demi-heure. Et quand, à la fin, elle m'a dit, bon, à la semaine prochaine, j'ai su quand je partais que je ne reviendrais pas la semaine prochaine. Et elle m'avait dit, cette femme, ce jour-là, elle m'avait dit, je pense qu'avec votre maman, vous vivez très, très, très mal les situations d'abandon. Et ça me suffisait. Ça m'a suffi pour après m'organiser dans ma tête. Mais elle vous a aidé à être abandonné par la première femme de votre vie. Mais c'est vrai, ce qu'elle m'avait dit ce jour-là, mal vivre les situations d'abandon, j'accepte tout à fait. Et après, quand c'est arrivé d'autres fois, je l'ai revécu comme ça, je me suis dit, bah, ça vous a réagi parce que ça vous a aidé une fois pour toutes les autres. Sur France Gall, un mot, vous avez dit, elle m'a fait quitter l'enfance, elle en fut la dernière femme de votre enfance, parce que vous n'avez pas eu d'enfant ensemble. Ensuite, vous êtes devenu adulte en étant père. Ah, mais c'est sûr que quand un enfant arrive dans votre vie, tout change. C'est ça, en fait. Et comme cet enfant-là, je ne l'avais pas fait, mais j'ai pris la maman avec l'enfant, on va dire. Ça, c'était Miu Miu, et donc Angèle. Oui, j'étais obligé de me mettre au diapason très vite. Je pense m'être dit, il faut... voilà, il faut faire ça bien. Voilà. Donc, il y a eu Angèle, vous êtes son papa, il y a eu Jeanne. Oui, là, voilà, quand elle était toute petite. Ouais. Magnifique. Sur Angèle, là encore, vous avez mis des mots sur une chanson. Jeannette, la fille de Jeanne, qui est ma petite fille, lui ressemble de façon incroyable. Puisque vous êtes grand-père, 3 fois, c'est ça, Julien? 3 fois, puisque Angèle, en fait, histoire merveilleuse, a adopté à son tour. Ah oui, donc vous êtes... J'ai donc une petite fille adoptée elle-même. Vous êtes grand-père 3 fois, et sur Angèle, Jean-Loup Dabadi a écrit une chanson. Je me fous bien qu'elle ne soit rien, à ce qu'il me semble, qui me ressemble. Pas une goutte de mon sang n'est dans le sien, je m'en fous bien. Ouais. C'est votre fille, comme vous avez été le fils de Guylaine, d'une certaine manière. Exactement. C'est exactement ça, en fait. Oui, bien sûr. En fait. Bien sûr. Ensuite, il y a eu donc Virginie Coupry. De cet amour vont naître Vanille et Barnabé, donc. Ouais. On a l'impression que les histoires, entre guillemets, se sont pas enchaînées, parce qu'il y a mis du temps, mais sans drame. Vous avez toujours cherché l'harmonie. J'ai essayé. J'ai compris très très vite, peut-être parce que mes parents, même s'ils ne se parlaient pas, c'était finalement, je l'ai compris après, peu battus. Cette situation-là a fait qu'il n'y a pas eu 2 parents qui se sont étripés au nom des enfants. Et je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, ce qu'il y a de pire, pour l'avoir vu de temps en temps à côté, ce sont les gens qui se prennent pour prétexte les enfants pour continuer de se faire du mal. Parce qu'en fait, ils se font du mal, mais évidemment, ils font beaucoup de mal aux enfants aussi. Et puis, évidemment, donc, il y a Léonard avec Hélène. Vous êtes fiers de leur avoir transmis un certain nombre de valeurs. Vous dites qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent. Ils sont... Pas très, c'est vrai, pas très. Et ça, c'est votre grande fierté, c'est dans cette transmission-là, peut-être oui, mais ça vient de mon père aussi, ça. C'est un peu la lignée que je cherche. Ouais. Il ne me donnait pas beaucoup d'argent de poche et je lui en ai été extrêmement reconnaissant. Alors, moi, je fais un peu pareil avec eux. Je n'aurais jamais donné beaucoup d'argent de poche, moyennant quoi ils sont à peu près normaux. Et ils regardent l'argent pour la valeur qu'il a et ils n'en donnent pas plus que ce que l'argent doit avoir comme valeur dans la vie. Et vous leur avez donné la fibre artistique à certains d'entre eux. Alors ça, je n'ai pas fait exprès. Oui, mais en tout cas, Jeanne, scénariste, comédienne, elle a notamment l'auteur et la réalisatrice d'un long métrage, elle l'adore. Ouais. Vous avez transmis aussi la fibre artistique et musicale à vos enfants Léonard, qui joue du violon, et votre fille Vanille, qui joue de la guitare, qui compose et qui chante. On regarde son clip à Vanille? Oh, si vous voulez. Ah oui, avec plaisir. Je m'enfuis de leur dîner en courant. Avec les gars, on boit pour oublier. C'est toujours mieux que de plein échec. Moi, je voudrais être un homme.
Oui, elle a fait des écoles de commerce international. Elle a vécu 1 an à Madrid, elle a vécu 1 an à Londres, et puis elle a bien caché son jeu. Puis un jour, elle est arrivée avec une guitare en me disant qu'elle écrivait des chansons. Elle a du mérite, je trouve, parce que c'est tellement difficile d'être une fille de... Beaucoup ont la fibre artistique. Tous, d'ailleurs. Barnabé, et ça vous inquiète ou ça vous fait plaisir? Ah non, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est Vanille, parce que être le fils d'un chanteur connu, c'est difficile. Bon, dans la musique, mais de toute façon, elle a plein de cordes à son arc, donc en fait, je m'inquiète pas. Et Barnabé, il est plutôt dans l'art graphique, dans le dessin. Il est encore plus malin, lui, il s'est complètement démarqué, et il a bien raison. Peut-être donc pour conclure, et ce qui finalement résume beaucoup de ce qu'on s'est dit, vous leur avez peut-être transmis le mot dignité. Je crois que c'est le mot le plus important pour vous. Oui. J'ai regardé dans le Larousse parce que j'ai vu que ça revenait beaucoup dans les interviews que vous aviez données. Oui. Respect, réserve, gravité, valeur. Non mais attendez, je suis très rieur, il faut pas faire un portrait de moi comme un bonnet de nuit. Et rieur, je vois bien d'ailleurs ce soir que vous êtes rieur. On l'a vu ce soir, au contraire, rieur et généreux d'ailleurs, mais le mot dignité, important d'ailleurs. Ah oui, dans la vie quand même. Enfin, bon, on se disait toujours ça, c'était drôle. On parlait de Rod Agile tout à l'heure, et il y avait Jean-Claude Petit qui a fait les arrangements des 15 premières années, et quand on avait fini une chanson enregistrée, on se regardait tous les trois, on se disait « c'est digne ». La chanson Utile de Rod Agile était digne, évidemment. Vous avez été la chanter, cette chanson, donc, à Nice, pour la commémoration. Je vous propose de la regarder. Ouais. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Une image forte de l'année qui vous résume bien, je trouve aussi. Avec, surtout que j'étais extrêmement honoré et un peu bouleversé, à vrai dire, parce que c'est aussi les familles des victimes qui avaient demandé que j'assiste à ça. Donc c'était tout à fait l'idée que je me fais de mon métier, accompagner les gens de mon pays, et quand j'ai la chance d'avoir une chanson comme ça dans mon répertoire, qui ne parle pas des attentats de Nice, mais qui parle avec certains mots symboliques du rôle du chanteur dans la société. Rod Agile avait ce sens-là, il avait le sens du symbole. Et j'ai remercié la destinée, la vie, de ne m'avoir fait que compositeur. Parce que comme ça, j'ai pu mettre ma musique et ma voix au service des mots des autres. Et ça, je considère ça finalement comme une chance. Voilà. Julien Clerc, merci beaucoup. On va débriefer, c'est la fin de l'émission, la fin de cette première émission de cette 3e série en débrief. Merci beaucoup, Julien. Pour tout vous dire, j'appréhendais un peu, d'abord parce que c'est le retour pour une 3e saison, et puis pour ce qu'on se disait au début de l'émission, cette réputation d'être un peu un taiseux, et en fait pas du tout ce soir. Je suis plus un taiseux dans la vie que dans les émissions de télévision, je vous dirais. Mais c'est vrai que dans certains dîners, je peux passer pour un taiseux. Ouais, c'est étrange, mais c'est comme ça. Je vous ai trouvé très généreux pour aborder tous les aspects de votre vie. Oui, mais j'aurais eu beaucoup plus de mal il y a 40 ans. C'est ça, en fait, c'est un peu là-dessus. Mais je suis très en accord avec moi. J'ai jamais fait de truc, si vous voulez, où je me suis regardé après dans la glace, dont j'ai eu à rougir en me disant « ça, j'aurais pas dû le faire ».
Donc j'ai toujours, toute ma vie, essayé de pouvoir me regarder dans la glace, d'être en accord, si vous voulez, avec moi-même. Et alors maintenant, le temps a passé. Toutes ces choses dont j'avais du mal avant à parler, c'est plus un problème parce que je les ai assumés, j'ai pas honte de les dire. Je fais un métier public, je dois une part de vérité aux gens. Comme quoi, ce métier, c'est une très bonne thérapie aussi, après tout. Merci beaucoup. Merci d'avoir été le premier invité de cette 3e collection. On va terminer comme on en a l'habitude depuis 2 saisons maintenant. Vous complétez la phrase. Pour vivre heureux, Julien Clerc, selon vous, c'est à vous de terminer. Oui. Je ne sais pas du tout quoi. Je sais pas du tout quoi dire. En fait, pour vivre heureux, respectons ce que nous pensions. Je ne vais pas dire 20 ans, mais si, à 20 ans. Ne nous trahissons pas, quoi. Oui, c'est ça. Ne nous trahissons pas. Ouais. Merci beaucoup, Julien Clerc. Merci pour tout. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.